L'assurance prend vie entre espoir et promesse. Sans et transparence, unis dans l'authenticité. C'est l'humain qu'on célèbre, l'avenir qu'on façonne en vérité. Alors on lève le verre, on marque ce moment d'une note. Un grand merci à nos partenaires, c'est votre force qui porte. Vous piliers de cet événement, notre gratitude est claire. Merci de faire de ce rendez-vous un sommet singulier et sincère. Dans le sillage des talents, il y a une force motrice. Un nom qui résonne, un guide, une matrice. Vovox artisan de cet événement unique. Avec sa vision claire et son élan authentique. Les talents se révèlent, les voix s'unissent. L'assurance prend vie entre espoir et promesse. Sans et transparence, unis dans l'authenticité. C'est l'humain qu'on célèbre, l'avenir qu'on façonne en vérité. Alors on lève le verre, on marque ce moment d'une note. Un grand merci à nos partenaires, c'est votre force qui porte. C'est l'heure de parler, de mettre du rythme sur le talent, de ce que l'assurance porte, bien au-delà du contrat ou du garant. Ici pas question de chiffres froids ni d'ombre sans reflet. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus et surtout merci pour votre présence au Talent de l'Assurance 2025. C'est la 3e édition et elle est totalement dédiée cette année au capital humain du secteur de l'assurance. Alors on va vous proposer une soirée très rythmée avec des interventions sous différents formats. Il y aura des vidéos, il y aura des keynotes, il y aura des interviews et bien sûr des histoires de talent comme on les aime, des histoires de parcours. Nous allons également découvrir les palmarès par filière métier mais aussi le top 50 et nous demanderons aux talents présents de monter sur scène. Évidemment, on ne pourra pas donner la parole à tous, mais chaque talent, c'est promis, sera contacté plus tard pour une interview sur l'assurance en mouvement. Sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de réserver un très chaleureux accueil à Jean-Luc Gambet, cofondateur avec Emmanuel Lambijou de ces talents d'assurance et associé et directeur des publications de Vovox Média. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous savez que je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir, ici en présentiel et un peu plus tard en digital, pour ces dispositifs et qu'on remercie, on remercie chaleureusement tous nos partenaires, sans quoi ce dispositif n'existerait pas. On remercie également le jury qui était totalement libre dans ses délibérations, libre d'évaluer, libre de s'abstenir également et même parfois de vouloir mettre en avant de nouveaux talents par rapport aux talents des années précédentes. En tout cas, une très belle année avec de nombreux talents. Cette année, nous avons eu... Vous le savez, nous demandons des suggestions au secteur de l'assurance. Cette année, nous avons eu 1102 propositions, suggestions de talents contre 864 l'année précédente.
Donc pour les 11 catégories représentées, il y a une catégorie de plus cette année. Les jeunes talents, les jeunes de moins de 30 ans. Et nous avons présenté au jury, je crois que c'était au mois de janvier, mi-janvier me semble-t-il, les profils bien sûr les plus cités, avec des verbatims qui devaient être associés à chacun des profils, et également l'aide et le soutien pour les membres du jury du profil LinkedIn. Ralph Ruimi, qui était premier l'année passée au top 50 des talents 2004, ne pouvait être malheureusement parmi nous. Il nous adresse un petit message en vidéo. Ralph Ruimi, vous étiez au palmarès des talents 2024, en première position. Vous ne pouvez pas être présent parmi nous. Oui, merci. Déjà, merci à vous pour la dernière édition. J'étais très honoré d'être talent de l'assurance. Je suis extrêmement déçu de ne pas être là. C'est quelque chose que j'aurais raté pour rien au monde, mais j'ai un impératif professionnel qui m'empêche de venir. C'est très important pour Achille, les talents de l'assurance, que ce soit pour nos collaborateurs présents ou pour les collaborateurs futurs. Donc, je souhaite bonne chance à tous les gens qui sont présentés au talent de l'assurance. Et vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Ça attire beaucoup de talents. C'est extrêmement positif pour la communication en interne. Et je souhaite plein de bonnes choses à tout le monde. Voilà, merci Ralph de ce message. Je crois qu'il est en Allemagne, il me semble avoir vu ça sur LinkedIn ce matin. Les talents se révèlent, les talents s'unissent. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est le titre du rap dédié aux talents de l'assurance 2025 que vous avez entendu il y a quelques minutes. Vous le réentendrez si vous le souhaitez un peu plus tard. C'est l'heure de parler, c'est l'heure de mettre du rythme sur le talent. Les talents se révèlent, les voix s'unissent, l'assurance prend vie entre espoir et promesse. Sens et transparence unis dans l'authenticité, c'est l'humain qu'on célèbre, l'avenir qu'on façonne en vérité. Je ne ferai pas la suite, vous l'écouterez tout à l'heure. En rap, ce serait pas mal. Ouais, mais je ne vais pas tenter. Au programme, on va parler des gens, ceux qu'on aime, ceux qui travaillent dans nos entreprises, capital humain, transformation, talent, inclusion, compétences, métiers, organisation, engagement, succès, collaborateurs, mindset, conviction, innovation, gouvernance, reconversion, des mots-clés de ce dispositif présentiel et digital des talents de l'assurance. Un petit chiffre qui fait un petit peu froid dans le dos, ça ne s'améliore pas beaucoup. On a fait une dernière enquête récemment auprès des professionnels de l'assurance qui déclarent que malgré son rôle économique et sociétal, l'assurance souffre d'une image dégradée. 78% des répondants la jugent toujours en panne d'attractivité. C'était fait il y a quelques semaines. Selon eux, le secteur doit agir rapidement. J'espère qu'on va un petit peu y contribuer. Nous espérons que lors de ce dispositif unique, nous allons démontrer le contraire, l'attractivité du secteur de l'assurance, l'attractivité de ces métiers. Nous comptons sur votre soutien, également sur vos applaudissements quand les talents sont avec nous, pour démontrer votre enthousiasme, pour démontrer à tous ceux qui nous regardent que l'assurance a d'incroyables talents et que l'assurance a également un incroyable futur. Merci Jean-Luc. Une dernière précision, vous allez découvrir 85 talents ce soir. On va faire un gros big up pour tous ces talents. Vous allez les voir présentés sur ces slides. 44 femmes et 41 hommes. Voilà, le jury a mis en lumière 85 talents. On peut les applaudir d'ores et déjà. Merci Jean-Luc. Alors pour commencer, nous accueillons Rosemary Yonis, directrice générale NQT. C'est nos quartiers ont du talent qu'on accueille chaleureusement. Alors l'association accompagne ce qu'on appelle les oubliés de l'égalité des chances, des jeunes issus de quartiers prioritaires ou de milieux sociaux défavorisés. Il les accompagne vers l'emploi. Depuis sa création en 2006, l'association a accompagné près de 100 000 jeunes hauts diplômés. Ça veut dire minimum Bac+4. Hein. On est d'accord. Bac+3. NQT est aujourd'hui reconnu comme le premier réseau d'entreprises engagées pour l'égalité des chances des hauts diplômés non privilégiés vers l'emploi. Vous avez donc un impact très positif sur la société. Votre accompagnement réduit d'environ d'1 an le temps de recherche d'emploi de ces jeunes avec 70% de taux de succès. Rose, aujourd'hui vous êtes directrice générale chez nos quartiers ont du talent, également alumni NQT. Vous êtes une haute diplômée, comme beaucoup d'autres, vous ne trouviez pas de travail, vous avez galéré. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Je crois que ça marche normalement. C'est bon ? Ouais. Déjà, merci pour cette invitation et de mettre en lumière un talent des quartiers. Effectivement, j'ai été accompagnée par l'association après un peu plus d'1 an de recherche d'emploi. J'avais un Bac+5.
diplôme universitaire et une maîtrise à l'époque aussi, donc j'avais un double diplôme. Et je ne trouvais pas parce que je ne connaissais personne. Et j'étais inscrite à l'ANPE à l'époque. Parce que ça a oui, changé ça. ouais. Et un jour, on m'a appelé, on m'a dit, est-ce qu'on peut vous mettre en relation avec une personne qui va vous accompagner à trouver votre emploi? Donc j'étais déjà à 1 an de recherche d'emploi. Très démotivée, perte de confiance. J'avais eu mon master avec une mention. Donc il n'y avait pas de raison que je ne réussisse pas. Et donc cette personne était un chef d'entreprise qui m'a accompagnée à travailler mon projet professionnel, mon projet de recherche d'emploi, et m'a guidée, m'a aidé à comprendre comment je pouvais mobiliser mon réseau pour trouver cet emploi-là. Donc je cherchais dans le milieu associatif. Je suis aujourd'hui DG d'une association, donc j'ai réussi. Et il me disait, mais commence par faire du bénévolat. Pour lui, c'était quelque chose de normal. Pour moi, ce n'était pas clair, puisque je n'avais pas appris ça à la fac. À la fac, on a comme objectif d'avoir des diplômes, on n'a pas comme objectif de chercher un emploi derrière. Et qu'à moi, quand j'étais à la fac, c'était les cours qui étaient les plus importants. Et donc, il m'a accompagnée et j'ai réussi à trouver mon premier emploi parce que j'avais ce projet professionnel que j'avais pu travailler. J'avais fait des dissertations sur dans 1 an, je me voyais où, dans 5 ans, je me voyais où, comment je faisais pour arriver à ça. Et c'était vraiment top. C'était la première fois qu'on me tendait la main et que c'était un bénévole, c'est-à-dire que c'était très désintéressé de sa part. Et qu'on vous montrait un chemin en quelque sorte. Voilà. Enfin, T'as tout fait. Et effectivement, j'ai tout fait parce que j'ai des jobs étudiants. J'ai beaucoup travaillé pendant mes études pour avoir mes diplômes. J'ai beaucoup galéré. Comme vous dites, galérer, c'est aussi vivre dans un foyer. C'est aussi. Vous avez grandi dans des quartiers. Alors, j'ai pas grandi dans des quartiers, mais j'ai vécu en foyer effectivement de jeunes travailleurs et j'ai dû travailler pour payer mes études. Et donc, pour nous, quand on parle de jeunes vulnérables et jeunes avec moins d'opportunités, aujourd'hui, c'est le mot qui est utilisé, c'est des jeunes, au fait, qui vivent soit dans des quartiers prioritaires, mais qui sont aussi en situation de handicap parfois, qui sont bénéficiaires des minimums sociaux ou qui sont issus de familles monoparentales. Donc, c'est quelque chose que l'association étudie avant d'accompagner un jeune, puisqu'en tous les cas, nous, on milite pour l'égalité des chances à l'emploi, une fois que le mérite est là et que le diplôme est là. Alors, vous avez donc été accompagné avec succès, vous êtes devenu mentor, vous dites des jeunes bénéficiaires de NQT que ce sont vos bébés. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, à votre tour, de les accompagner ? Effectivement, quelques années après, donc deuxième recherche d'emploi, puisque j'avais eu une expérience de 6 ans où j'ai accompagné des jeunes de quartier, pour le coup, dans le cadre de leur projet à faire des chantiers humanitaires, et je me suis retrouvée dans une deuxième période de recherche d'emploi. Et là, je n'ai pas recherché de la même manière, puisque je me suis fait entourer pour rechercher. C'était plus pareil. Et j'ai trouvé très rapidement, pourquoi ? Parce que je suis tombée sur une annonce de Nos Quartiers ont des talents qui cherchait un chargé de mission parrainage. Et je me suis dit, mais je connais cet asso, en fait. Et j'ai postulé et j'ai été prise, mais dans la semaine même. Ça fait maintenant 8 ans que je suis engagée dans cette association. J'ai monté les grades, mais surtout, je suis pas que salariée de cette association. Je suis aussi engagée dans cette association parce que je trouve qu'elle a changé des vies. Commençons par la mienne, mais beaucoup d'autres vies derrière. Et qu'elle fait aussi le rencontre avec le monde du professionnel et le monde de demandeurs d'emploi. Et des demandeurs d'emploi qui ne sont pas visibles. Alors justement, le taux de chômage chez les jeunes en France augmente. Oui. Ça affecte forcément les populations les plus vulnérables. Vous nous avez confié que NQT était en recherche d'entreprises partenaires et donc de mentors pour accompagner encore plus de jeunes. Vous voyez un petit peu l'appel qu'on lance. Expliquez-nous le dispositif. Effectivement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a été invité, on a été mis en relation avec Jean-Luc par le groupe ENER, qui est à la tête de notre présidence de l'association depuis maintenant 3 ans. Et donc, il nous a accompagnés à monter en termes d'accompagnement de jeunes. Il faut savoir qu'en 15 ans, on avait accompagné un peu plus de 50 000 jeunes. Là, en 3 ans de plus, on a pu accompagner 50 000 jeunes en plus. Voilà. Parce que notre président, qui est conseiller du président de ENER, a la disponibilité pour accompagner les équipes. Et effectivement, on a accompagné, par exemple, l'année dernière, un peu plus de 20 000 jeunes vulnérables.
sauf que derrière, on a besoin de mentors aujourd'hui. Et c'est vraiment, pour les entreprises qui nous rejoignent, c'est aussi un moyen de mobiliser les cadres autour d'un projet inclusif. Et il y a cet échange entre les mentors et les jeunes qui est du bénévolat, mais il y a cet échange-là aussi entre les cadres eux-mêmes pour se donner, pour s'accompagner entre eux, pour pouvoir monter en compétence sur cet accompagnement-là. Bien sûr, l'équipe est derrière pour accompagner toutes ces personnes à se rencontrer. Alors, il y a des acteurs de l'assurance qui sont déjà partenaires de nos quartiers ont du talent, mais est-ce que le secteur de l'assurance, en général, est vraiment bien représenté et est-ce qu'il pourrait l'être un petit peu plus ? Alors, malheureusement, pour le moment, non. Mais ça va peut-être changer. Et dans l'idée, c'est vraiment qu'on puisse mobiliser le maximum, parce qu'on a des jeunes qui sont aussi dans tous les métiers. Et on a des jeunes qui veulent travailler aussi dans le secteur de l'assurance. Et pouvoir rencontrer des professionnels qui peuvent les aider à pouvoir répondre aux besoins du marché, c'est un plus. Et donc, je fais vraiment un appel aujourd'hui à toutes les boîtes d'assurance qui souhaitent rejoindre le dispositif et cette formidable aventure de MQT. De venir nous contacter. On est plusieurs, le président est là, mais aussi des équipes NQT, et puis un ancien jeune du dispositif aussi, qui est aujourd'hui alternant au sein de l'association. On est là pour échanger avec vous et puis pour vous donner plus d'informations si vous le souhaitez. À la fin de cette intervention. Voilà, Rosemary, donc vous pourrez... Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir bien fort. Merci beaucoup pour ce témoignage, votre chaleur et votre sourire. Et j'espère que des contacts vont se prendre évidemment dans la soirée. Avant d'accueillir nos prochains invités, voici en vidéo quelques témoignages avec 2 mots-clés, attractivité et parité. Bonjour Sophie Jalabert. Vous êtes directrice des cadres dirigeants, du développement RH et de l'Académie Generali France. L'assurance, on le sait, souffre parfois d'un déficit d'image, notamment en matière d'attractivité des talents. Alors Generali déploie beaucoup d'initiatives pour attirer, pour fidéliser ses collaborateurs. Quels sont les leviers que vous mettez en place pour renforcer votre visibilité et votre attractivité ? Effectivement, vous avez raison, on met en place plusieurs leviers pour renforcer cette attractivité et cette visibilité. D'abord, on a capitalisé sur un plan de communication à l'international qui a permis de positionner la marque Generali davantage dans les grands médias. Et donc, on a un peu surfé sur cette vague, si j'ose dire, pour installer notre marque employeur. Pour installer cette marque employeur, on s'est dit qu'il fallait capitaliser sur nos atouts. Nos atouts, c'est tout d'abord la responsabilisation des collaborateurs quand ils intègrent Generali. C'est ensuite une forme de bienveillance et de ce qu'on a appelé l'human touch, la touche humaine, avec notamment les managers qui sont évidemment les garants de cette touche humaine. Et puis, c'est aussi la valorisation de l'expertise. Tous ces éléments, on les a mis en avant et on a voulu que ça se repose sur une certaine réalité. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé des collaborateurs qui se sont exprimés, qui ont évoqué leur collaboration chez Generali, leur métier, leur parcours, et on a diffusé sur les médias sociaux, mais aussi sur les job boards, sur notre site carrière, l'ensemble de ces interviews qui sont extrêmement authentiques. Au-delà de ça, on a renforcé la proximité avec nos partenaires écoles et on a, à titre d'illustration, organisé un Generali Day à Nantes. C'était une journée où on a fait se rencontrer les écoles, les responsables pédagogiques, les étudiants et les membres du COMEX de Generali. Et ça a permis de créer cette proximité. Et enfin, on est tous recruteurs et on se dit qu'on a tous un rôle à jouer dans le recrutement, dans l'attractivité des collaborateurs. Donc, on a mis en place un kit à destination des managers pour leur permettre d'attirer de nouveaux talents. Et on a ajouté une prime de cooptation qui permet, c'est une sorte d'incentive pour inciter pour les salariés. Exactement. Alors l'attractivité ne se limite pas au recrutement, il faut aussi retenir les collaborateurs, les talents. Comment est-ce que vous accompagnez les parcours professionnels pour assurer un engagement durable ? Alors, effectivement, il faut déjà savoir bien intégrer. Pour bien intégrer, on s'appuie sur des parcours de onboarding où l'ensemble des nouveaux collaborateurs
participent à ce onboarding en présence des membres du COMEX et donc c'est extrêmement gratifiant. Ensuite, il faut une belle structure d'accueil et ça, c'est le management qui a un rôle essentiel à jouer. Mais nous, on a aussi à donner de la visibilité aux collaborateurs qu'on intègre. Visibilité sur leur parcours, sur leurs évolutions possibles de carrière. Et donc, il faut qu'on anime ces dispositifs, ces filières de carrière, la filière managériale naturellement, mais aussi la filière expertise qu'on vient de mettre en place, ou encore des filières comme la gestion des talents, les dispositifs talents. Une fois qu'on a donné de la visibilité, animer et communiquer sur ces parcours, il faut aussi qu'on soit dans le développement des compétences. Et donc, il faut proposer des programmes qui soient de qualité. Et enfin, il faut être à la hauteur de notre promesse sur tous ces enjeux, car nous sommes convaincus que l'engagement durable des collaborateurs passe par la confiance. Alors aujourd'hui, les candidats sont de plus en plus sensibles aux engagements des entreprises. Comment est-ce que Generali se distingue en matière de diversité, d'inclusion? Ça fait partie des valeurs qui sont importantes. Oui, tout à fait. Alors quand on parle de diversité, d'équité et d'inclusion, souvent on parle du genre. On a une politique extrêmement volontariste, notamment sur la parité entre les hommes et les femmes, qui est parfaite sur le management dans son ensemble, mais on a des axes d'amélioration, notamment chez les commerciaux, par exemple, ou encore sur les fonctions, les métiers STEM. Qu'est-ce que c'est les métiers STEM? C'est les métiers scientifiques, technologiques, numériques, mathématiques notamment. Et donc, pour inciter les femmes à rejoindre ces métiers de management ou ces métiers STEM, on a organisé différentes choses. D'abord, on croit au rôle modèle. Et donc, on a plus de 30% de nos membres du COMEX qui sont des femmes. Donc ça, c'est un premier élément. Et d'autre part, on a organisé un événement qui est le Women for Tech, où on a fait intervenir des femmes de la tech pour donner envie, susciter des vocations. Mais la diversité, c'est pas que le genre, c'est aussi les âges. Et là, on recrute aussi bien des personnes extrêmement expérimentées que des personnes beaucoup plus juniors. Donc, des seniors. Des seniors, notamment dans l'expertise, par exemple, qui sont extrêmement recherchés. Et puis, il y a comment dirais-je, il y a une guerre des talents, y compris sur les seniors. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, on s'appuie sur l'alternance qui nous permet de reconstituer notre vivier, et c'est extrêmement important. Et puis, enfin, la diversité, c'est tout simplement la diversité de nos compétences, de nos métiers. Quand les personnes rejoignent le secteur de l'assurance, et en particulier Generali, ils ne se rendent pas compte à quel point ils vont avoir une carrière diverse. Et donc, on va leur proposer beaucoup de choses, et c'est ce qui fait qu'ils vont rester. Et donc, on est vraiment persuadés que c'est comme ça qu'on arrive à retenir nos talents, nos collaborateurs dans la durée. Alors, s'assurer d'une attractivité durable, ça passe aussi par une évaluation continue. Comment Generali mesure-t-elle l'impact de ces actions et identifie-t-elle les axes à améliorer? Alors, vous savez, on est dans un secteur où on mesure beaucoup. Donc, on a mis en place un certain nombre d'indicateurs. Et nous, on croit aux indicateurs parce que ça permet d'abord d'objectiver les choses et ensuite, c'est un élément d'amélioration. On a mis des indicateurs sur la part des femmes, je l'évoquais tout à l'heure, sur la part de recrutement des seniors ou sur la part des personnes en situation de handicap. Derrière ces indicateurs, on met systématiquement en place, on connecte ces indicateurs à la réalité du terrain. Donc on a mis en place des enquêtes récurrentes, globales, sur le taux d'engagement des collaborateurs, par exemple, mais aussi des enquêtes plus ponctuelles sur, par exemple, le sexisme ordinaire. Et on mesure à chaque fois les résultats, on met en place des priorités et des plans d'action. Et puis, last but not least, on a décidé d'auditer avec un auditeur externe, un organisme externe, la qualité de l'ensemble de nos process et dispositifs RH, tant de recrutement, de promotion ou encore de formation, pour s'assurer, d'une part, qu'il y a une bonne équité de traitement et d'autre part, que l'ensemble des décisions sont traçables de façon objective. Et c'est comme ça que nous démontrons par la preuve que nous sommes une entreprise à la fois durable et éthique et équitable. Et équitable, tout à fait. Merci beaucoup, Sophie Jalabert. Merci. Merci. Bonjour Camille Aymar. Bonjour Jean-Luc.
Merci de votre présence, cet échange ensemble, car au-delà de vos fonctions au sein de SCOR, vous êtes aussi coprésidente de Financiel. Nous allons parler de la place des femmes dans l'assurance. On va partir du constat tout d'abord, si vous êtes d'accord, Camille, sur la place des femmes dans les postes à responsabilité en assurance. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a vu une progression ces dernières années? Alors c'est vrai que le secteur de l'assurance est... je peux le dire, majoritairement féminin. Concrètement, on a 60% des effectifs qui sont des femmes. Déjà, au sein des postes cadres, on est à 52% aujourd'hui. C'est une bonne progression, mais on voit qu'on a déjà une disparité. Et surtout, au sein des postes de direction, on atteint 34% aujourd'hui. C'est bien, mais c'est vrai qu'on constate un déséquilibre. Une personne sur 3 est une femme aujourd'hui dans les comités de direction, dans le secteur de l'assurance. C'est positif, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est en progrès. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'avoir une parité au sein de la direction apporte des regards plus divers et plus efficaces pour les entreprises. Donc, il y a des actions volontaires pour y aller. Et par exemple, ce qu'on constate au sein de la fédération Financiel que je représente, donc je peux en profiter pour rappeler, Financiel, c'est une fédération de réseau parité. C'est-à-dire qu'au sein de nos 18 entreprises membres, qui sont des entreprises du secteur de la banque et l'assurance, on a des réseaux, mixité, et qui se regroupent au sein de Financiel. Cette fédération, elle apporte plusieurs choses. Déjà, on a un partage d'initiatives et d'expériences au sein des entreprises de la fédération. D'accord. Et ça, c'est la force. Et le constat, on l'a, puisque finalement, au sein des entreprises de Financiel, ce ratio de femmes dans les postes de direction, il atteint 40%. Donc il est un peu plus fort que les 32% que vous nous signaliez. Et surtout, on a vu une progression, c'est-à-dire que depuis 5 ans, on a doublé. On était à 20% en 2019, et aujourd'hui, voilà, on a atteint les 40%. Donc c'était, je dirais, un bon... on s'est félicité finalement du résultat. On s'est dit, voilà, c'est l'engagement de Financiel. L'engagement de Financiel, il est aussi par nos dirigeants, en fait. Ils signent la charte de Financiel, où il y a 10 engagements en faveur de la mixité. Donc il y a finalement une volonté aussi des directions de nos entreprises d'y aller. Et après, la force de la fédération, c'est finalement les actions qu'on va mettre en œuvre. On en parlera tout à l'heure. On constate une diminution du nombre de jeunes femmes s'orientant vers les études et les métiers scientifiques. C'est un secret pour personne. Cela impacte probablement l'évolution de la mixité. Vous allez nous le dire, Camille, dans les métiers de l'assurance. Quelles actions concrètes mettez-vous en place pour y remédier? Oui, c'est vrai que c'est un constat assez alarmant de voir que sur les générations plus jeunes que les nôtres, il y a moins de filles dans les études scientifiques. Et pourtant, les résultats du bac le montrent, les filles sont plus douées que les garçons. Et pourtant, elles vont moins vers des matières scientifiques. Plus scientifiques. C'est ça. Et en fait, finalement, cet écart, il se constate à partir du CP. À l'entrée du CP, pas d'écart en maths entre les filles et les garçons, et très vite, ça vient. C'est là que, je dirais, l'éducation a un rôle à jouer. Dans les manuels scolaires, le fait de représenter surtout des hommes dans les métiers et surtout des femmes à la maison, forcément, ça crée des biais qui se perpétuent. En plus de l'éducation, bien sûr, nous, en tant que parents, on peut jouer. Et en tant que professionnels du secteur, montrer des exemples féminins dans des postes variés, c'est un des axes clés. Donc, ce qu'on fait au sein de Financiel et de nos réseaux, c'est notamment du mentorship, mais de jeunes filles, et des interventions dans les écoles, pour discuter finalement avec les futurs étudiants et les aider à se projeter vers des carrières variées. Le constat, il est assez net aussi dans le secteur de l'assurance, c'est-à-dire que oui, on a des femmes dans les postes de direction. Malheureusement, c'est surtout dans des rôles support, RH, communication, juridique, la partie plus réglementaire de la finance. Et malheureusement, on manque de femmes dans la tech, la data, l'actuariat, la gestion d'actifs, voilà, dans ces postes-là, alors que finalement, il n'y a aucune raison d'en avoir moins. En quoi un réseau comme Financiel peut-il permettre ou aider les femmes à se projeter vers des postes de direction, puisque c'est ça le sujet de notre entretien ce matin? Tout à fait. En fait, on constate parmi les freins pour monter dans les postes de direction, il y a les freins qu'ont les femmes elles-mêmes, qui ne se projettent pas vers ces rôles-là. Donc des formes de biais, non? C'est quoi? C'est ça. Il y a des biais cognitifs et il y a des biais cognitifs chez tout le monde. C'est là que c'est très intéressant parce qu'on peut agir sur tous les leviers. Il y a les biais des femmes qui elles-mêmes ne s'identifient pas dans ces rôles-là, qui imaginent des choses sur les rôles, et c'est là que toutes les actions d'accompagnement, de mentoring, mais aussi de rôle modèle, finalement, montrer des exemples de différentes femmes à des postes clés dans différentes entreprises du secteur, a un rôle. Il y a aussi les biais des recruteurs.
les femmes comme les hommes vont projeter leur propre idée sur « Ah, c'est une femme, elle a des enfants, donc finalement, je ne peux pas la mettre à ce poste-là. » Et bien finalement, il faut voir ce que la personne pense. Donc, on agit aussi sur, je dirais, sur la partie recruteur, parce qu'au sein de Financiel, il y a un cercle RH. Nos RH, entre eux, échangent leurs bonnes pratiques, leurs initiatives, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et peuvent en plus comparer les chiffres qu'ils ont au sein de leurs entreprises. Est-ce que l'ouverture de vos réseaux aux hommes est une option? Est-ce qu'elle est essentielle? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est une évidence. Suivant les réseaux... Ça n'a pas toujours été le cas, je crois, non? Oui, c'est ça. Suivant les entreprises et les réseaux, certains ont commencé de façon non mixte. Je pense qu'à ce côté, on a besoin au départ d'un groupe de parole pour libérer la parole, justement, et identifier d'où venaient les écarts. Très vite, on se rend compte que c'est l'affaire de tous. Tout comme au début, on n'avait que des femmes à des cadres sup, justement en instance de devenir directrice, et on s'est rendu compte qu'il fallait agir sur tout le secteur, d'où l'intervention chez les jeunes filles également. Vous avez lancé récemment une initiative sur un sujet important, sur l'éducation financière. Pourquoi est-il crucial aujourd'hui de renforcer l'éducation financière des femmes? Et comment cette initiative peut-elle ou va-t-elle contribuer à réduire les inégalités? C'est vrai que c'est un constat intéressant qu'on a fait dans un groupe de travail l'année dernière. On s'est dit, on est des professionnels du secteur, de la finance et l'assurance. On a fait le constat entre nous déjà sur notre perception à l'argent, notre rapport à l'argent, que ce soit dans la gestion du budget, la gestion des investissements, les différentes sources de revenus, l'anticipation des moments de vie, divorce, retraite. En faisant un petit sondage, on s'est rendu compte qu'on avait déjà un rapport à l'argent qui était différencié entre les hommes et les femmes, qui crée des grosses inégalités. Concrètement, les pensions de retraite des femmes sont 25% inférieures à celles des hommes. Au moment du divorce, une femme sur 5 se retrouve en pauvreté. Les écarts de patrimoine entre les hommes et les femmes se creusent, malheureusement. Donc ces dernières années, voilà, sur tout ce qui est investissements patrimoniaux, les hommes s'enrichissent et les femmes ne vont pas aussi vite qu'eux. Donc on s'est dit on a un rôle à jouer en tant que professionnels du secteur, en plus d'agir au sein de nos entreprises, pour la parité de nos entreprises. Et donc ça, on s'est dit on fait vraiment un axe et un fil rouge de travail cette année, parce que cette année, on va fêter les 60 ans de l'autonomie financière des femmes. C'est-à-dire que ça fait seulement 60 ans qu'une femme mariée peut travailler et peut avoir son compte en banque sans avoir l'autorisation de son mari. Donc on va faire un événement le 19 juin, à cette occasion, pour diffuser les résultats de notre enquête. Cette fois, on va faire à plus grande échelle et pour partager tous les catalogues d'initiatives et d'actions que nos réseaux ont pu tester. Donc il y a énormément de choses que les gens peuvent faire pour s'éduquer. Des podcasts, des newsletters, un accompagnement personnalisé, et on va diffuser tout ce catalogue à cette occasion. Pour terminer, Camille, on va vous poser une question sur les leviers. Quels sont les leviers qui peuvent être activés en fait, pour que davantage de femmes, c'est le sujet de notre échange aujourd'hui, accèdent à des postes à responsabilité dans le secteur de l'assurance? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que je dirais que les leviers, ils sont vraiment multiples. On voit qu'il faut agir à plusieurs endroits de l'écosystème. Déjà, le sponsorship de la direction est clé. Ouais. On voit que finalement, le fait que nos dirigeants ont signé la charte financière, ils se sont engagés. Tous les ans, on met à jour le baromètre et on voit l'évolution. Finalement, il y a cet engagement volontaire finalement d'y aller qui est clé. Et ensuite, on agit sur tous les différents axes de progression de la carrière, et notamment le développement du leadership, des femmes en particulier. Savoir qu'on se projette différemment vers ces postes, et donc accompagner les femmes dans ces rôles-là, par du mentorship, par des formations, par des groupes de travail, et finalement c'est un travail qu'on fait en partenariat avec les RH, puisque ensuite ils peuvent déployer à plus grande échelle des idées que les réseaux vont pouvoir incuber à petite échelle. Camille Aymar, merci. Avec plaisir, je suis très ravie d'être là. Et nous accueillons maintenant, et je vous demande de les applaudir bien fort, Zakia Koudadadi, para-athlète, et Jean-Manuel Kupiec, conseiller de la direction générale de l'OCIRP. Voilà. Alors, on aime les marques engagées, c'est le cas de l'OCIRP, très présent notamment sur le handicap, créateur du prix Acteur économique et handicap, créateur de l'événement récent avant les JO sur le parasport et l'insertion après la vie sportive. Jean-Manuel Kupiec, c'est un plaisir de vous retrouver là. Vous soutenez aujourd'hui Zakia, qui va nous raconter son histoire, mais dites-nous pourquoi vous la soutenez tant. C'est très simple, bonjour à toutes et à tous. On a fait l'année dernière, le 25 juin, un événement sur le parasport grâce au club INSEP Alumni, les anciens de l'INSEP. Et nous les avons soutenus pendant déjà 3 années.
Et donc, quand Marc Davidovici, qui ici présent est le vice-président, m'a dit ça serait bien qu'on puisse continuer avec le CIRP, je dis il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Et donc, il m'a dit mais il faut que je te parle de Zakia. Zakia est une athlète exceptionnelle. Bon, elle a failli rester à Berlin là, hier parce qu'elle ne pouvait pas arriver. Elle a pris le train de nuit pour venir ici. Alors, je crois que ça, déjà, on peut l'applaudir parce qu'elle est présente. Oui. Mais ça, c'est les grands sportifs. Rien ne les arrête. Et donc, c'est une jeune femme extraordinaire avec un parcours incroyable. Et elle a été médaille de bronze en para-taekwondo aux derniers Jeux paralympiques français. Et ça, c'est exceptionnel. Voilà. Alors Zakia, vous avez fui l'Afghanistan après avoir échappé au régime des talibans. Vous avez eu, Jean-Manuel l'a dit, une médaille de bronze aux derniers Jeux paralympiques en taekwondo pour l'équipe des réfugiés. C'est la première fois d'ailleurs qu'un membre de l'équipe paralympique des réfugiés montait sur le podium. Vous avez déclaré récemment en Afghanistan, n'être fille, c'est déjà une honte. En plus, je suis née avec un handicap. La France vous a accueilli. Vous êtes aujourd'hui à l'INSEP. Je précise, et c'est Jean-Manuel qui me le disait juste avant, que vous avez été en 2024 parmi les 100 femmes les plus importantes et les plus influentes du monde. Ces titres, ouais, on peut vraiment l'applaudir. Ces titres, ces médailles que vous obtenez, c'est au nom de toutes les femmes du monde entier qui sont discriminées. C'est pour ça que vous le faites aussi. Merci. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci, monsieur Jean Monnet, et merci à vous pour votre invitation. Mon niveau français aujourd'hui, c'est pas vraiment parfait, mais j'ai essayé de parler français. Déjà depuis 3 ans que je suis réfugiée en France, et la langue de français, bien sûr, que c'est pas facile. Et vous vous débrouillez extrêmement bien. Merci. Ouais. Merci. Voilà, je suis une femme afghane qui j'ai quitté mon pays avec un passeport pour continuer ma vie et pour continuer mon sport. J'ai grandi en Afghanistan dans une vie complète discriminée pour la femme, parce qu'en tant que femme et une femme dans une situation de handicap, la vie en Afghanistan, la culture, c'est vraiment difficile pour les femmes, et en plus pour la femme dans une situation de handicap. Et c'est ça qui, pour moi, pour continuer mon sport, c'était vraiment important. C'est mon rêve que j'ai été montée dans un podium mondial et international pour montrer que, voilà, aujourd'hui, j'ai quitté mon pays, mais je suis là. En fait, j'ai présenté toutes les femmes dans mon pays qui, aujourd'hui, tout le monde dans une vie complète fermée, qui est complète gender opposite. Et c'est ça qui, pour moi, pour la gagner cette médaille, c'est important. Et en plus, je suis réfugiée en France depuis 3 ans. Et ça aussi, c'est important. Et c'est ça qui, quand j'ai gagné belle médaille bronze à Paris 2024, avec toutes les choses compliquées que j'ai passées à 2021, le 15 août. Et c'est ça mon objectif pour la Paris. Et aujourd'hui, je suis gagnée belle médaille bronze. Et je vais vous montrer que voilà, c'est possible, toutes les choses avec discrimination aussi. Donc vous avez dû fuir dans des conditions terribles votre pays. Vous êtes maintenant en France depuis 3 ans et vous parlez très bien le français. D'ailleurs, vous dites c'est mon pays. C'est un peu votre pays, la France, ou c'est complètement votre pays? C'est quoi votre rapport à la France? Aujourd'hui, pour moi, France, c'est comme mon pays. Et depuis 3 ans que je suis en France, j'ai s'entraîné avec l'équipe de France à l'INSEP. Et en fait, c'est la France qui m'a aidée dans une période complète. C'est le 17 août 2021. Et j'étais à l'aéroport de Kaboul pour chercher une porte pour y aller à participer à Paralympique Tokyo. Et le dernier moment, j'ai contact avec la France pour la sortir de Kaboul. Et grâce à France qu'aujourd'hui, je suis gagnée cette médaille et je suis progressée 100% dans mon sport. Et je suis dans une vie safe et avec la sécurité, parce que là-bas en Afghanistan, pour les femmes dans les sports, la vie c'est complètement différente. Et aujourd'hui, pour moi, c'était important la France, et j'espère que bientôt, je suis française et mon premier compétition, c'est bientôt. Et j'espère que j'ai présenté la France pour mon premier compétition et pour la Los Angeles aussi. Ah bah nous aussi, on l'espère que vous allez représenter la France. Ouais. Merci.
Comment est-ce que vous voyez la France par rapport aux gens en situation de handicap? Est-ce que vous trouvez qu'on se débrouille bien ou est-ce qu'il y a encore du travail? Moi, je suis grandie dans un différent pays pendant 20 ans et là-bas, c'est toujours compliqué, je sais, voilà, parce que c'est mon pays. Et depuis 3 ans que je suis en France, je trouve qu'encore, il y a un regard de mal sur les gens en handicap, en situation de handicap. Il n'y a que ça qui je sens un peu. Par exemple, parfois, je suis dans un train ou dans un événement. Je ne suis pas vraiment libre de montrer mon bras, que voilà, je suis handicap. Quand même, avec toutes les médailles, avec toutes les choses, c'est un peu le regard des gens et le regard des autres, c'est un peu différent. Mais pour moi, je trouve que c'est OK parce que je suis grandie dans un pays qui est toujours complète, parce que à peu près, j'ai été à 7 ans ou 8 ans, toute ma vie que j'étais en Afghanistan, j'ai protégé mon bras avec grande châle. Parce que quand il y a les gens qui regardent moi et je suis handicap, ils ont m'attaqué. C'est parce que là-bas, c'est comme ça. Quand tu es femme et tu es femme dans une situation de handicap, il n'y a qu'une seule chose qui est possible pour toi, c'est le mariage forcé. Et c'est tout. Mais la chance que je suis grandie dans une famille très, très ouverte, grâce à ma famille qu'aujourd'hui aussi, je suis médaillée Paris et je suis là. J'ai passé tous les problèmes en Afghanistan et je suis première athlète de paralympique dans mon pays. Ça, c'est pas normal parce que là-bas, il y a plus 45% de personnes dans une situation de handicap qui connaissent pas c'est quoi le sport et c'est quoi handisport. Et ça, c'est un peu douloureux et compliqué. Mais vous êtes en train de leur donner de la visibilité, vous êtes très inspirante pour eux. Dernière question, on parle ce soir, vous l'avez compris tous, du capital humain, de la capacité qu'on a tous à se dépasser, à lutter contre les inégalités. Comment est-ce que vous avez fait? Quel est votre moteur? Expliquez-nous comment vous avez réussi ce parcours extraordinaire. Aujourd'hui, je suis normalement une femme très forte parce que je suis grandie dans un pays compliqué. J'ai quitté mon pays pour les sports et aujourd'hui, je suis, en même temps que je suis sportif et j'ai continué mon sport et compétition, tout. J'ai aidé ma famille aussi parce que ma famille est déjà en France et tout le monde réfugié comme moi. Et pour chaque réfugié, il y a une démarche un peu compliquée pour le papier, pour parler français avec le français. Et en même temps, depuis 3 ans que je suis en France, je suis travaillée pour la réfugiée et je suis licenciée de coach professionnel de taekwondo. Et à côté de mon sport, j'ai essayé de donner cours de taekwondo pour la réfugiée à Paris. Et en même temps, je suis travaillée avec plein de groupes de femmes dans une situation de handicap en Afghanistan. Et voilà. Bravo, immense bravo, un très grand merci. Merci infiniment pour ce témoignage et on comprend pourquoi vous avez tant de plaisir à accompagner une femme extraordinaire comme ça. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors dans un environnement... Ouais. Dans un environnement professionnel en constante évolution, l'inclusion n'est plus seulement une option, on l'a compris, c'est une nécessité. Elle permet non seulement de valoriser la diversité des talents, mais aussi de créer un cadre de travail où chacun se sent respecté et valorisé comme il le mérite. Pour échanger sur ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir Annelise Chevillard, présidente du comité diversité et inclusion chez France Assureurs. Bonsoir et on peut l'applaudir. Alors racontez-nous un peu le contexte, les enjeux de l'inclusion. Volontiers. Alors déjà, je pense que vous le savez peut-être, mais nous, tous salariés du secteur de l'assurance, nous représentons 157 000 salariés. Donc inutile de dire que ça a un impact majeur en termes d'emploi. Et d'ailleurs, les derniers recrutements sont à peu près de 20 000 par an. Donc notre impact, il est majeur, à la fois en termes d'inclusion pour nos candidats, mais aussi bien sûr pour tous nos collaborateurs. Et moi, j'ai une grande fierté de présider ce comité. C'est qu'on est la première fédération professionnelle à avoir créé, et ce dès 2009, et l'engagement, il s'inscrit dans la durée, un comité handicap. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore comité handicap, mais dès 2009,
notre secteur et l'ensemble de nos entreprises, avec le soutien de nos dirigeants, a souhaité s'engager sur l'inclusion du handicap. Et depuis, nous avons cheminé, nous avons pris des engagements dans la durée, des actions concrètes. Et l'année dernière, au-delà du handicap, beaucoup de nos entreprises, et moi je salue tout le travail qui est fait, remarquable dans toutes vos entreprises, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Et ensemble, nous avons souhaité aller un cran plus loin en créant justement, au-delà du handicap, un comité diversité et inclusion. Et notre objectif, puisque là encore nous sommes représentatifs en France, nous pouvons avoir un vrai impact, c'est de mutualiser nos efforts, nous distinguer, faire que l'entreprise, chacune de nos entreprises et que notre secteur soit le plus inclusif, le plus attractif. C'est un enjeu majeur d'attraction. On a tous des enjeux de marque employeur et on sait que c'est une attente des talents sur le marché. Mais c'est aussi un enjeu de cohésion sociale. Et je ne parlerai pas du contexte aux États-Unis actuellement, mais c'est un enjeu de cohésion sociale. Et moi, j'ai une grande fierté qu'on continue à rester mobilisés sur ce sujet-là. Donc, de manière, nos enjeux, ils sont simples. C'est faire rayonner le secteur de l'assurance, nous distinguer, faire en sorte qu'on soyons vraiment inclusifs. Et Zakia le mentionnait à très juste titre, continuer à sensibiliser, changer les comportements, des stéréotypes, on en a tous. Moi, la première. Être inclusif, c'est exigeant. Ça nécessite de se former et se régulièrement. Donc, sensibiliser, faire en sorte que nos leaders, nos managers, nos collaborateurs aient des comportements inclusifs, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de mutualiser nos partenariats, être présent dans les universités, aller distinguer, se distinguer, être plus attractif que d'autres entreprises, et puis communiquer, faire connaître notre voix. Et là encore, d'ailleurs, j'en appelle à tous ceux qui sont présents, nous avons une responsabilité de valoriser tout ce que nous faisons, nos engagements concrets sur l'inclusion. C'est vraiment attendu, et en particulier de nos collaborateurs. Vous avez évoqué des actions concrètes, actions, et ça donne quoi comme résultat ? Alors, c'est en effet important. Au-delà des mots, moi, ce à quoi je tiens particulièrement, mais qu'on tient ensemble collectivement chez France Assureur, c'est de veiller à avoir des actions qui ont l'impact. Alors, une des premières décisions qu'on a prises, au-delà de tout ce qui est fait dans chacune de nos entreprises, c'est de déployer un outil de formation qui est particulièrement innovant, qui est court et bien fait, qui s'appelle Zest, qui a été créé par Lemon Ads. Et cet outil de sensibilisation, il permet de changer le regard sur le handicap. Donc moi, mon espoir, en écoutant Zakia, c'est que 100% de nos collaborateurs dans toutes nos entreprises, on a pris l'engagement que 70 000 salariés suivent cette sensibilisation. Ça dure 20 minutes. Donc j'espère qu'il y aura un petit contrôle ce soir pour voir si vous l'avez tous fait. Ça dure 20 minutes. Donc je vous invite vraiment à le faire. C'est pas long, c'est vraiment intelligent. Ça sensibilise, ça permet de comprendre ses biais sur le handicap et puis de comprendre les bonnes pratiques. Au-delà de ça, on a aussi créé un nouveau partenariat avec la Fondation C'est Génial. Les jeunes femmes, je ne sais pas si vous avez ça en tête, pour ceux qui ont des enfants, moi qui ai 2 filles et un garçon, les jeunes filles choisissent de moins en moins des orientations scientifiques en France. C'est un enjeu majeur d'inclusion. À l'heure de l'IA, à l'heure de la data, que nos filles, les filles en France, s'engagent dans des voies scientifiques, c'est juste un enjeu majeur d'inclusion, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de biais demain dans l'IA, etc. Donc, avec France Assureur, nous avons souhaité créer un partenariat avec la Fondation C'est Génial. Et l'objectif, c'est de valoriser nos rôles modèles, en particulier des femmes, mais pas que, qui donnent envie à des jeunes femmes, collégiennes, lycéennes, de s'orienter dans des carrières scientifiques, mathématiques, numériques, etc. Et puis aussi de faire venir des profs chez nous, parce que les professeurs ont un enjeu absolument primordial pour sensibiliser les jeunes. Donc qu'ils aient conscience que dans nos secteurs, dans l'assurance, on a des métiers très intéressants, y compris les métiers scientifiques et informatiques, pour capter ces talents. Quelques chiffres peut-être ? Eh bien, à volontiers. Alors, puisqu'on parle de maths. Puisqu'on parle de maths et de résultats, c'est toujours... On est dans un secteur où on aime bien mesurer, on l'a dit. D'abord, le taux d'emploi sur le handicap, il est de 6,1% dans notre secteur. En moyenne, il est de 4,5% au niveau national, donc on est un cran en plus. Je rappelle que le taux légal, c'est 6%. Et le taux de chômage des personnes en situation de handicap, c'est 12% en France. Donc on fait bien, on peut faire encore mieux. Ça, c'est super. Sur les quartiers prioritaires de la vie, vous savez qu'on ne peut pas tout mesurer, ce sont des sujets sensibles. Mais quand on regarde nos apprentis, à l'échelle de notre secteur, 22% sont issus des quartiers prioritaires de la ville. Et ça aussi, je trouve qu'il faut saluer ces progrès. Et puis aussi, même si ça ne devrait plus être un sujet d'inclusion, puisque les femmes constituent quand même la moitié de l'humanité, n'est-ce pas ? Accessoirement, 36% des femmes sont des cadres dirigeantes, des cadres de direction.
l'innovation dans notre secteur, ça a plus que progressé, ça a doublé de manière significative. Donc on a beaucoup progressé. Il faut continuer. 36, c'est bien. On peut faire encore mieux. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci. Alors, avant de vous présenter le palmarès des jeunes talents dont nous parlait Jean-Luc tout à l'heure, c'est les moins de 30 ans, donc c'est une nouveauté. Je vous demande d'accueillir d'abord Michael Mallet et Pierre Hay. Alors, Michael, vous êtes le secrétaire général de l'ESA, c'est l'école supérieure d'assurance en charge de la communication, de l'innovation et du développement, expert du secteur de l'assurance et de la banque. Et Pierre Hay, vous êtes ancien étudiant de l'ESA, vous occupez aujourd'hui le poste de Collective and Individual Contract Manager au sein de Miller Insurance Services LLP. Michael, vous avez donc rejoint récemment l'ESA. Pourquoi ? C'est une excellente question. Mais à laquelle vous allez répondre. Alors, je vais y répondre. Parce que ce sont des professionnels du secteur. Oui. L'école supérieure d'assurance a plus de 45 ans. C'est un réseau de 400 entreprises. Là, on est sur les talents de l'assurance. On est sur un métier. Alors, je vais revenir sur la phrase de l'année dernière sur les talents de la deuxième édition, pour ceux qui y étaient. Et donc, on est ravis, en tout cas, à l'École supérieure d'assurance, d'être présent à cette 3e édition. C'était on rentre par hasard dans l'assurance et on y reste par plaisir. Et quand j'ai découvert l'École supérieure d'assurance, où ce sont des jeunes, et c'est ce qui nous a fait être partenaires, et je remercie encore Vovox Media, Emmanuel et Jean-Luc. Ce qui nous a fait être partenaires, c'est de se dire, moi, quand je vais dans les couloirs de l'ESA, c'est pas comme moi où j'ai découvert l'assurance 15 ans après mon début de parcours. C'est des jeunes qui veulent aller dans le secteur. Et je vais m'arrêter là parce que on en a. Alors j'espère que c'est le meilleur. Mais et c'est ça qui est assez prégnant de voir que les jeunes, voilà, ils font le choix de travailler dans un secteur de l'humain. Alors, on parle beaucoup de risques, etc. De l'intelligence augmentée, on parle de l'intelligence artificielle et nous on parle beaucoup d'intelligence augmentée. Oui. Et voilà, en tout cas, on est ravis d'être partenaire de cette opération. Pierre, alors vous pourquoi l'assurance et racontez-nous un peu le parcours que vous avez suivi dans l'école. Alors merci pour cette introduction déjà. J'ai un parcours un peu éclectique, pour le faire brièvement. Baccalauréat scientifique, licence de sociologie, bachelor en communication. On voit déjà qu'il y a quelques en tout cas, il y a envie de créer du lien avec les humains dans le parcours. Là. Je tenais pas trop en place en tout cas. Et l'assurance est arrivée un peu par hasard. Lui, elle est arrivée par hasard. Hein. Mais il va rester par plaisir. Et j'ai commencé à travailler dans l'assurance chez un agent général AXA, A2P. Et je suis entré donc à cette occasion à l'ESA en alternance. Et donc je suis arrivé dans un milieu assez nouveau finalement parce que je suis arrivé dans une classe où tout le monde avait, ou la plupart en tout cas, une licence d'assurance, banque assurance, etc. Donc c'était un beau challenge à relever déjà. Je pense que c'est ce qui m'a un peu motivé. Et aujourd'hui donc, après ce master, j'ai atterri chez ce courtier anglais, londonien à rayonnement international. C'était quelque chose que je recherchais en fait. Et vous faites quoi exactement? Vous travaillez à l'international? En fait, je travaille dans les risques spéciaux du sport et événementiel. Donc je m'occupe de sportifs professionnels d'un côté et de l'autre côté de l'événementiel, c'est-à-dire de la responsabilité civile, de l'assurance annulation pour des clients comme des agences de communication événementielle, des festivals, des concerts. Et vous dites que votre fonction ne s'arrête pas à la gestion de contrats, hein, que l'assurance est avant tout, on en revient à cette question de plaisir, que c'est un métier passion. C'est un métier passion qui, j'avoue que j'imaginais pas autant aimer ça en arrivant chez Miller. Je sais que je peux me passionner de tout, mais aujourd'hui je reviens dans l'événementiel qui est en fait mon premier amour, puisque en fait je parle beaucoup à des agences de communication, donc dans mes antécédents d'études, on y revient, et c'est également en fait quelque chose qui occupe mon temps personnel. Donc j'avoue que le fait de pouvoir travailler dans un secteur qui est ma passion à côté, et de pouvoir aussi travailler dessus, sur mon temps professionnel. C'est tout bénef, là, vous avez vraiment trouvé... Michael, pour conclure, et on voit que l'exemple est formidable, un conseil peut-être à donner aux jeunes professionnels du secteur?
Venez faire un tour à l'École supérieure d'assurance. On va tous y aller après. Il y a des soirées, des portes ouvertes. Non, je le redis, c'est vraiment l'humain. Et là, on est vraiment sur les talents de l'assurance. Alors, je dirais, École supérieure d'assurance, on a mis un S à assurance aussi. Il y a plusieurs assurances. On le voit, on parle d'assurance, mais il y a de la réassurance, il y a de la prévention, il y a le courtage, il y a les agents généraux. Du moins, les métiers sont assez variés. Et en tout cas, nous, on est ravis. Alors, je précise, on aurait pu mettre une femme, on aurait pu mettre... voilà, on a essayé de prendre le meilleur. Je suis désolé. Hein, voilà, non, mais c'est pas grave, voilà. Vous avez le droit de temps en temps. Non, non, je fais une parenthèse. Non, on a pris le meilleur, c'est tout. Non, alors là, ça y est, là, je suis parti. Dans le bon sens. Là, comment je rattrape Est-ce qu'on peut revenir 30 secondes? Allez, bon courage. Non, en tout cas, on est ravis d'avoir accueilli Pierre. Pourquoi? Parce qu'il a un parcours d'alumni et c'était l'inverse de ce que je voulais dire. Il y en a qui, quand ils viennent à l'ESA, ils découvrent l'assurance. Des métiers passion. Il est parti de la communication, comme vous le voyez dans son parcours, et c'est ça qui nous a plu dans son parcours. Je fais une petite parenthèse. À l'ESA, 80% se sont dirigés par des femmes. Oui. Voilà, il s'est bien rattrapé, bravo. Il faut bien que je me rattrape. Et c'est pour ça que ça marche d'ailleurs, non? Évidemment, évidemment. Merci à tous. Merci beaucoup, merci infiniment. Jean-Luc, merci de me rejoindre sur scène pour... Ça y est, on en vient au premier palmarès. On attaque le premier palmarès. Nos partenaires nous ont suggéré l'année passée de faire un palmarès dès moins de 30 ans. On a trouvé cette idée intéressante, donc on l'a mis en place. Il nous semblait donc important de donner cette place aux jeunes talents, de mettre en lumière les jeunes de moins de 30 ans qui sont le présent de nos entreprises, de vos entreprises, mais surtout l'avenir de notre secteur. Donc vous allez découvrir le premier palmarès des jeunes talents de moins de 30 ans par voilà. Nous demandons s'il y a des jeunes talents présents de venir nous rejoindre sur scène. Est-ce qu'il y en a de présents parmi nous? Allez, venez nous rejoindre, on peut les applaudir. Il y a du t-shirt Achille, il y a... Ah non, c'est tout. Il y a... Vous êtes que 3, 4, 5, bravo, vous êtes tous là presque, non? Il en manque un ou deux. En tout cas, mettez-vous devant pour qu'on puisse bien vous voir. Bien... Mais oui, profitez des applaudissements, là, c'est le moment. Hein. On va les applaudir. Voilà, moi j'ai juste une petite question à poser, à qui voudra répondre. On va prendre un micro. Qui veut répondre à une question par hasard? Je vous donne pas la question avant. Personne ne se jette sur le micro. Hein. Qui se lance? Allez, je sens qu'il y a un courageux là. Une petite question toute bête, toute simple. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le secteur de l'assurance? Bon courage. Vous avez 2 heures. Non mais écoutez, c'est très intéressant comme question parce que la semaine dernière j'ai pris un Blablacar et j'ai eu un débat avec une personne dans mon Blablacar quand je lui ai parlé de mon métier, où elle m'a un petit peu insulté en disant... il avait eu un problème. Elle a eu un problème avec un remboursement et donc on est rentré dans un débat assez mouvementé. Et finalement, je me rends compte qu'il y a une vraie incompréhension autour du secteur de l'assurance par les gens en général. Et pour moi, il faut vraiment qu'on soit plus transparent, je pense, qu'on essaye de un petit peu redynamiser le secteur avec des produits plus innovants et qu'on aide les gens vraiment et qu'on aussi on vulgarise un petit peu les termes assurantiels qui sont un peu compliqués. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais qu'on a un bel avenir et qu'il faut... En tout cas, vous avez un bel avenir. Merci d'être... Voilà. On peut vous applaudir encore une fois. Et vous avez droit aux casquettes je suis un talent. Donc je vous laisse vous les lors d'une partie de pétanque, sous la pluie, ça fonctionne en toute occasion. Sur la plage. Et souriez, vous êtes filmé, donc mettez vos casquettes si vous le voulez bien. Voilà. On peut les applaudir. Bravo. Bravo, félicitations, merci à vous. Il y a des supporters dans la salle. Nous allons maintenant parler reconversion. Jean-Luc, avant d'accueillir votre prochain invité, on va d'abord écouter Grégoire Dupont, directeur général d'AGA.
Grégoire Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général AGA. Alors, il y a des agents généraux qui ont des profils d'entrepreneurs individuels. Et d'ailleurs, ils sont nombreux à avoir eu une première vie professionnelle avant de se lancer. Quelles sont les principales raisons qui les incitent à se reconvertir? Alors oui, agent, c'est une deuxième vie professionnelle. C'est plutôt des personnes qui, aux alentours de 35, 36, 38, 40 ans, ont envie d'autre chose. Principalement, c'est l'envie et le besoin d'indépendance. C'est principalement des personnes qui étaient salariées précédemment. Ils ont envie d'un peu d'oxygène, ils ont envie de mener leur propre barque, ils ont envie de créer leur entreprise, de la développer, d'être leur propre patron. C'est le principal moteur. C'est vraiment le métier d'agent général, mais quelles sont les qualités qu'ils viennent chercher dans ce métier-là? Quelles sont les... Alors, vraiment, cette notion d'indépendance, d'autonomie... C'est numéro un. C'est numéro un. Souvent, ils viennent de profils de commerciaux salariés, avec plutôt des managements un petit peu serrés dans différentes entreprises. Et donc, ils recherchent ça, une autonomie, puis se retrouver un petit peu face à leurs responsabilités, parce que l'agent général d'assurance, c'est des emprunts, c'est la responsabilité de gérer des salariés, de son activité commerciale, etc. Donc, c'est le saut dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Quel dispositif existe aujourd'hui pour justement accompagner ceux qui souhaitent devenir agents généraux après avoir fait une première carrière? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques? Est-ce qu'il y a des aides pour les aider à cette transition? Alors, pour cette transition, déjà, il y a un acteur qui est évidemment très présent, c'est la compagnie d'assurance, puisqu'un agent d'assurance est mandaté par la compagnie pour vendre ses produits. Toutes choses égales par ailleurs, pour comprendre, on est dans le mécanisme économique, même si au plan juridique, ce n'est pas le cas de la franchise. Voilà, donc on représente une marque. Donc on a toute une série de sélections et d'accompagnements, parce qu'il faut convaincre déjà, premier métier de commercial, convaincre la compagnie qu'on est le bon agent pour tel territoire. Donc ça, c'est quand même un point. La compagnie elle-même met tout en œuvre pour que cette reconversion soit profitable et efficace. Donc il y a des mécanismes de formation. Tous ne viennent pas de l'assurance, donc de formation à l'assurance, et puis des mécanismes aussi de formation, d'information sur les mécanismes propres à la marque que les agents vont représenter. Ça, c'est tout ce que fait la compagnie. À côté, il y a d'autres dispositifs que nous-mêmes, en tant que fédération professionnelle, on porte. Pour ceux qui se sentent plus loin de tout ça, on a créé un MBA qui fonctionne comme une logique de préparation aux formations de la compagnie. C'est des personnes qui sont plus loin ou plus jeunes. Et puis, plus largement, on développe au niveau de la fédération tout un dispositif d'aide classique pour un chef d'entreprise, monter un business plan, rechercher des financements bancaires et préciser un certain nombre d'enjeux, notamment sur le statut d'exercice, la fiscalité, le statut social, etc. C'est beaucoup notre raison d'être. On essaye, nous, beaucoup de les accompagner sur la dimension chef d'entreprise. D'accord. De quel secteur viennent en général les personnes qui choisissent de se reconvertir en agents généraux? Alors, ils viennent d'un petit peu partout. Il n'y a pas de profil type Alors, il y a quand même un profil type. C'est souvent des commerciaux, des hommes ou des femmes qui aiment le contact. Alors, pour donner quand même des profils, alors il y a des profils médiatiques qu'on voit. Il y a un certain nombre de sportifs, dans le monde du rugby, dans le monde de la natation, qui prennent ces fonctions-là. Bon, c'est pas des autistes, c'est des gens qui aiment communiquer. Contact, voilà. Ouais. On a des personnes, c'est les plus emblématiques. On a quand même beaucoup de personnes qui viennent des métiers du commerce, comme je disais, et de la commercialisation. Alors, on en a un certain nombre qui viennent des périmètres assurantiels, qui étaient salariés, commerciaux ou inspecteurs dans le domaine de l'assurance. On a aussi un bon contingent qui vient du domaine de la banque, qui était chargé de clientèle professionnelle, responsable d'agence. Et encore une fois, là, ils viennent chercher un petit peu d'air, parce que le management bancaire notamment, mais aussi en assurance, des métiers commerciaux est très précis. Mais on a aussi des commerciaux dans le domaine du service aux entreprises, dans le domaine du service automobile, par exemple. On a dans zone rurale des personnes qui peuvent être commerciaux pour des marques de tracteurs, pour du matériel agricole, pour de l'informatique. Voilà, c'est assez large. On a une grosse majorité banque-assurance quand même, mais quand même, on a 40%. Ils avaient quand même un petit profil avant qui était prêt à... Enfin, qui connaissaient les assurances de près ou de loin, quand même. Pas nécessairement. Ah ouais. Alors, sans que les statistiques, c'est pas évident, on a 40% qui connaissent pas.
60% qui sont banque finance, assurance. 40% qui ne connaissent qui pas. ne connaissent pas. Et justement, là, ils sont recrutés pourquoi où ils y vont, l'envie d'être chef d'entreprise. Mais ils ont un réseau relationnel, ils sont impliqués sur un périmètre géographique ou dans une filière économique. Je prends l'exemple du monde agricole, évidemment. Quelqu'un qui travaillait comme commercial dans un concessionnaire de tracteurs, évidemment, il va plutôt être performant dans la vente de produits spécifiques pour le monde agricole, mais on peut multiplier l'exemple. Un commercial dans les domaines SS2I informatique, évidemment, a pu proposer des couvertures cyber et connaissait bien cet univers. Donc, finalement, où on a une technique assurantielle, où on a un réseau. Et après, faut travailler pour l'exploiter et devenir chef d'entreprise. Alors, le métier d'agent général est avant tout un métier d'entrepreneur. Comment les profils en reconversion s'adaptent-ils à cette dimension d'entrepreneuriat et quels conseils vous leur donneriez pour réussir? Alors, pour agent général, mais plus largement, on passe vraiment du statut de salarié à entrepreneur. Les fins de mois sont plus garanties, on peut avoir des chutes de revenus, donc c'est important que les personnes fassent ce choix de manière très éclairée. Pour dire les choses très clairement, à court terme, c'est des baisses de revenus. Pour une réussite professionnelle plus importante, mais à court terme, c'est du baisse de revenus. Donc vraiment, une grosse conviction de réussite. Il faut aussi, on le voit souvent, être un peu, entre guillemets, autoporté dans un enthousiasme. Il n'y a pas le chef qui va taper sur l'épaule, c'est bien mon garçon. Il faut y aller. Et il faut avoir une grande force de conviction pour emmener ses collaborateurs, qui sont peut-être issus d'une reprise d'activité ou qui viennent d'autres secteurs, et comprendre l'écosystème assurantiel qui est assez complexe et lourd. Donc il faut avoir une grosse envie d'y aller. Toute personne qui est motivée peut réussir, avec beaucoup d'exemples de personnes qui viennent de l'assurance, mais pas seulement. Un petit conseil, un petit truc en plus peut-être pour ceux qui se lancent, qu'ils n'hésitent pas à venir voir AGA, c'est la page de pub, la fédération. Non. Le vrai conseil, c'est d'aller voir des agents dans leur ville, dans leurs connaissances, pour avoir un vrai témoignage de la vie réelle et non pas la vie rêvée de chefs d'entreprise avec ses hauts et ses bas, beaucoup plus de hauts, mais aussi quelques bas. Le vrai conseil, c'est aller voir des chefs d'entreprise. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et nous continuons à parler reconversion avec notre prochain invité. Il s'agit d'Eddy Leget, courtier d'assurance. Bonsoir, où est-ce qui nous qu'Eddy rejoint là. Eddy, Voilà. bonjour, asseyez-vous, merci. Merci de votre présence. Eddy, vous n'êtes pas agent, vous êtes désormais courtier, vous passez des bovins à l'assurance de biens. C'est un mauvais jeu de mots, j'en conviens, je suis désolé. Alors, Eddy, vous étiez agriculteur, issu d'une famille d'agriculteurs, près de Laval, c'est ça? Pas très loin? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Ah. Vous aviez plus de 60 bovins, on sait à quel point ce métier est compliqué, éprouvant, incertain en termes de revenus, d'emplois. Le secteur agricole en France a perdu 45 000 emplois depuis une quinzaine d'années. Et cette tendance va s'accélérer, va se poursuivre. D'ici 2030, on estime que l'agriculture ne représentera plus que 2% des emplois nationaux. Insécurité économique, changement climatique, endettement, facteurs de stress, anxiété, dépression. Tout cela touche le monde agricole aujourd'hui. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Et vous, à ce moment-là, c'est ce qui vous a fait basculer? Oui, tout à fait. On est, alors je vous la fais courte, mais pour la petite histoire, on est en juillet 2010. Je suis éleveur depuis une douzaine d'années, dans un système tout herbe, très dépendant des aides de l'État, européenne, des aides PAC, de la météo. Et à ce moment-là, la LGV vient de traverser mes prairies. Donc le TGV, le TGV vient de traverser mes prairies. En plein milieu. En plein milieu, voilà. Okay, le printemps a été froid, j'ai pas suffisamment de stock pour l'hiver et ma trésorerie n'est pas plus reluisante. Donc voilà. Donc j'ai dû réagir assez rapidement et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une grande compagnie d'assurance. Alors vous arrêtez subitement, hein. Vous avez pas tergiversé, vous prenez le taureau par les cornes, vous rencontrez. C'est le cas de le dire. C'est pas bon, hein. Mais bon, vous en parlez à votre frère. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc il faisait partie d'une grande compagnie tournée vers le monde agricole. Il recherchait un poste de chargé de clientèle agricole. Chez Groupama, non, c'est ça? Voilà. On peut le dire, hein.
Voilà, donc on était au mois de juillet, j'ai postulé et en septembre, je rentrais en formation, mais j'avais encore toutes mes vaches. Ouais, vous avez vendu? Oui, elles ont été revendues dans l'hiver. Donc voilà, j'ai intégré le parcours de formation, donc ça a été riche, intense, mais je suis content de l'avoir fait. Aujourd'hui, on va parler maintenant, on s'est transporté dans le passé. Aujourd'hui, vous êtes courtier d'assurance à La Rochelle et vous êtes très spécialisé sur le risque industriel pour les entreprises qui sont elles-mêmes spécialisées sur les énergies non renouvelables. C'est quoi? C'est des méthaniseurs? Oui, c'est ça, c'est des méthaniseurs, beaucoup de toitures, de panneaux photovoltaïques. Hein. Donc toujours en lien beaucoup avec le monde agricole. Hein. Quand même ouais. Oui, le monde agricole a beaucoup évolué vers tout ce qui est énergie renouvelable et je les ai suivis, on les a suivis. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé sur un domaine très, très spécialisé. Très segmenté. Vous êtes très reconnu. Vous assurez des outils qui valent plus d'une dizaine de millions d'euros. Vous êtes même parfois sollicité par les banques en amont de l'achat du matériel et de la souscription sur des dossiers qui oscillent entre 5 et 10 millions d'euros. Hein, c'est ce que vous m'avez confié. Ouais. Et même par certains constructeurs. Donc vous avez un vrai savoir-faire de conseil. Votre connaissance de ce secteur et des risques fait de vous un précieux conseil en amont. Hein. Vous êtes une forme de... Qu'est-ce que vous leur dites aux banques ou aux constructeurs en amont de la souscription d'assurance? Vous les conseillez sur quoi? On les conseille sur le choix de leurs partenaires, des entreprises qui vont intervenir. On commence à avoir une bonne idée de la sinistralité de certains intervenants. Donc voilà, et sur les modalités, et puis c'est aussi toute la législation, la réglementation liée à cette typologie d'industrie, entre guillemets, hein, parce que là, beaucoup de nos clients passent de l'agriculture au domaine industriel, et c'est pas du tout les mêmes chiffres, c'est pas du tout les mêmes engagements, c'est pas du tout les mêmes risques, et ils sont souvent très surpris. Et on est là pour les avertir, pour les prévenir et les assurer. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes dans l'assurance? Depuis 2010, donc ça fait tout juste 15 ans. Ça fait une petite quinzaine d'années. Donc vous étiez agriculteur, vous êtes vous aussi entré dans l'assurance par hasard. Hein, par hasard, c'est un dénominateur commun. Mais au-delà de la connaissance des risques, quelles sont objectivement, quelles sont les compétences aujourd'hui que vous apportez à ce secteur? Quel regard vous apportez à votre client? Quelles sont vos spécificités, votre singularité? Alors, déjà une très grande connaissance technique du produit, hein, du domaine dans lequel on intervient, une écoute et une vulgarisation très poussée. Indispensable. Voilà, indispensable des contrats. Il n'est pas rare que je tourne le PC et qu'on construise le contrat avec le client. Il en comprend d'autant mieux le tarif, la notion de ses engagements et les risques qu'il garde à sa portée, quoi. Bah écoutez, on est très fiers que vous ayez rejoint il y a une quinzaine d'années le monde de l'assurance et dit merci à vous pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Et pour nous accompagner avec Jean-Luc dans la présentation des prochains palmarès, merci d'accueillir Christophe Emprunt, président de PAC Solutions. Bonsoir. Je vous donne un micro, vous avez un petit moment pour faire passer un message. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel m'a dit que j'avais 20 minutes. Donc, non, pas du tout. Il faut diviser par 10. C'est 2 minutes. Ah, c'est 2 minutes, mince. Bon, je vais essayer de faire court. J'ai pris des notes sur mon téléphone. Parce que je me suis levé ce matin avec une question un peu philosophique, essentielle et existentielle sur l'être et l'avoir. Ça va être long. Emmanuel, ça va être très très long. Non, je me demandais en fait ce que nous devions célébrer à l'occasion des talents de l'assurance. Être un talent ou avoir un ou des talents. J'ai poursuivi après mon premier café ma discussion intérieure et j'ai dit si c'est être un talent, alors on suppose qu'il y a quelque chose d'absolument inné qui va donc s'exprimer forcément quel que soit le milieu, le secteur, la géographie. Avoir un ou des talents, ça suppose d'autres qualités, et notamment que la personne qui en est dotée a fait preuve de curiosité à ce qui l'entoure, de curiosité un peu à toute chose. Cette personne, elle a testé beaucoup de choses en général, et on l'a vu dans les parcours qu'on a découverts à l'instant.
Donc elle a testé, elle s'est mesurée à toutes sortes de métiers, de fonctions, de secteurs économiques. Et finalement, c'est à force d'exercice de cette curiosité et d'entraînement intensif qu'elle révèle cette capacité particulière qu'on appelle talent. Je suis, vous l'avez compris, plus en accord avec cette idée que nous célébrions celles et ceux qui ont du talent plutôt que la théorie de l'inné en la matière. Nous célébrons donc ce goût pour la curiosité, l'intérêt porté à tout ce qui passe à la portée de la personne. Nous célébrons également, et on l'oublie bien souvent, la force du travail. Lorsque nous reconnaissons un talent, nous valorisons son ouverture, son altruisme, son travail continu et sans relâche pour s'améliorer. Et ça, c'est exigeant pour nous, dirigeants. Nous ne recrutons pas un talent inné qui va l'exprimer tout simplement et qu'on va laisser faire. Non, non. On recrute, on accueille une personne qui est douée de curiosité, qui va exprimer son talent par son travail et sa motivation, si tant est que, 1, nous l'avons identifié et reconnu, 2, nous l'accompagnons et le nourrissions par les missions confiées et les formations proposées, 3, nous sachions l'écouter sur ses propositions pour faire évoluer nos organisations. On évoque souvent le défaut d'attractivité du secteur de l'assurance. Cela ne peut pas être une excuse. Nos entreprises savent être attractives au-delà même des métiers exercés. C'est une attractivité qui passe par l'humain, le sens donné, les valeurs portées. Et je veux, de ce point de vue-là, rester confiant. La somme des entreprises du secteur de l'assurance peut être attractive. N'attendons surtout pas que l'assurance devienne attractive par je ne sais quelle opération du très haut. C'est la somme de nos contributions et de nos actions qui fera évoluer la perception de notre beau et noble métier. Bravo. Quel talent. Alors, on en vient au palmarès. Palmarès distribution, animation réseau, développement, partenariat. Jean-Luc. Voilà, vous allez découvrir. Je rappelle que tous les talents qui ont été, qui vont être cités, qui ont été cités, pourront s'exprimer sur l'assurance en mouvement. On les contactera s'ils veulent être interviewés. Alors le deuxième palmarès, hein, c'est ça, distribution, animation, réseau, exactement. développement. Oui. Si on pouvait donc avoir les collaborateurs qui ont été désignés par le jury. Voilà, on peut applaudir l'ensemble. Ouais. Ah ouais. J'avais l'impression que mon micro ne marchait pas. Merci de nous rejoindre. Félicitations, bravo. Mettez-vous devant pour également pour la photo. Mais bien devant, allez-y. Est-ce que tout le monde est là? En tout cas, tous ceux qui sont présents. Bon, on est ravis. On est vraiment ravis de vous avoir. Bravo. Félicitations. Moi, j'ai une petite question. Je ne sais pas qui va vouloir répondre. Allez, je ne donne pas la question, hein, c'est le jeu habituel. Hein. Qui veut répondre? Allez, non, une question bête. On parle d'attractivité, on parle de recrutement. On va parler de recrutement. Est-ce que dans vos métiers, animation réseau, distribution, partenariat, développement, c'est facile de recruter aujourd'hui? Allez, pour de vrai. Pas vraiment hein, dans le secteur. Alors moi, en plus, je représente une entité, le groupe IMAC, qui est implanté à Niort. Alors peut-être que le vivier parisien et des grands centres urbains est plus dense, plus riche, mais en tout cas c'est vrai qu'on est tous confrontés à cet enjeu de diversifier les bassins d'emploi pour aller chercher ces talents qui sont un peu atomisés et encore une fois on l'a dit, le secteur de l'assurance manque peut-être d'attractivité, voilà, donc on a tous un rôle à jouer là-dessus. Donc Niort, à Lyon, Pascal, on a du mal, on peut passer le micro à Pascal Ledona? On a du mal à Je dirais que dans les métiers talents. de la distribution, on est dans un tout petit monde où souvent on a ceux qui sont en face de nos clients qui font le tour en fait de nos entités respectives. April a la chance d'être un fournisseur officiel de talents sur la distribution, une école, on peut le dire comme ça, humblement, et c'est très bien. Voilà. Dernier avis sur le sujet, Fanny?
Alors, moi, j'ai eu la chance de rejoindre une entreprise qui a une notoriété très forte, Meilleur Taux. Du coup, lorsqu'il y a une annonce Meilleur Taux qui circule, on a trop de candidats qui arrivent. Voilà. Après, quand on dit aux autres, hein. quand on dit Meilleur Taux, santé, assurance, donc Meilleur Taux fait de l'assurance. Donc là, on passe à un autre cap. Et effectivement, quand même, hein, avec ce petit trait d'humour, on a quand même quelques sujets de recrutement. Nos jeunes ne voient pas spécialement l'assurance comme un secteur extrêmement intéressant. Ils voient dans Meilleur Taux, ils se disent c'est super, ça va être une boîte de tech, ça va être une boîte extrêmement dynamique, ce qui est vrai. Mais après, on a beaucoup à faire pour montrer la diversité de nos métiers et la chance que l'on a, parce qu'on aborde de multiples sujets. Et c'est d'ailleurs pour cela, alors je vois Mickaël, voilà, on recrute des alternants. On a énormément besoin d'aller faire parler de ces métiers-là et de faire que nos jeunes soient des prescripteurs pour venir vers nous. Voilà. À notre avis, une galère pour recruter ou pas? Non. Oui, non, ça dépend de l'attractivité. Ça dépend des métiers peut-être? Ça dépend quelquefois des métiers. L'assurance, défaut d'attractivité, c'est sûr. Le métier commercial aussi un peu galvaudé. On a l'impression qu'un commercial, c'est quelqu'un qui va aller déjeuner avec un réseau de distribution et déjeuner longuement. C'est ça, déjeuner longuement et revenir à 16h30. Et en fait, ce n'est pas que ça, c'est beaucoup d'abnégation. On vend quand même une promesse sur un événement à venir que personne ne veut voir se réaliser. Donc il faut réussir à être assez rempli d'abnégation pour pouvoir faire ce métier-là, à mon avis. Mais écoutez, nous ne pouvons que vous applaudir. Pardon, excusez-moi. J'ai eu un petit chat à la gorge. Et surtout, ne repartez pas sans vos casquettes. Et vous avez votre casquette spécial talent que vous pourrez utiliser si vous le voulez. Si vous le voulez bien, vous la mettez. Si vous ne voulez pas la mettre, vous ne la mettez pas. Ah oui, ça va. Ah, merci. Pour la photo? Voilà. Il n'y a pas la bonne taille? Si, c'est bon. Bravo, félicitations à vous. Bravo. On en vient, Jean-Luc, au palmarès, relation avec les clients finaux et les assurés. Oui, troisième palmarès. On a un concentré de talent assez hallucinant quand même, hein, Isabelle. Ouais. C'est vraiment une très très belle industrie. Palmarès relation avec les clients finaux et les assurés. Vous découvrirez à l'instant les personnes qui ont été désignées par le jury. S'il y en a quelques-uns dans la salle, est-ce qu'ils peuvent se manifester? Oui. Ah, je vois encore un t-shirt. Ah oui, on je vois encore un t-shirt. Ah, il va avoir le privilège d'être tout seul sur la photo? Non. On dirait bien que si, ouais. Bon, bravo déjà. Bravo. Et donc, il va falloir répondre à la question, là. Là, il n'y a pas de... Donc, c'est Émilien. Donc, c'est Émilien, c'est ça? Bravo, Émilien. Félicitations. Moi, j'ai toujours une question qui me taraude quand on parle de relations avec les clients. Enfin, je connais un peu la réponse, mais j'aimerais ce soir avoir la vôtre. Est-ce que les clients nous font confiance aux assureurs aujourd'hui? Micro, s'il vous plaît. Pardon. Est-ce qu'ils font vraiment confiance aux assureurs? Tout dépend en fait de la relation qu'on arrive à avoir avec eux. Nous, chez Achille, en fait, vu qu'on est encore une assurance qui est assez jeune, on a toujours un petit peu compliqué. Ils ont souvent un défaut de confiance envers nous. Par défaut? Par défaut, parce qu'ils ne nous connaissent pas. On n'est pas un très gros acteur comme peut être un AXA ou un Groupama. Donc forcément, quand ils viennent nous voir, c'est toujours avec un petit peu de défiance. Donc c'est à nous de les rassurer, de tout mettre en ordre. Et en fait, tout ça, ça passe par un process d'onboarding qu'on essaie de mettre en place. Nous, on essaye de viser au maximum le digital. Donc on informe les assurés, on essaie de mettre en place vraiment de l'information avant la souscription, mais également de l'accompagner au tout début pour la création de ces espaces et d'essayer de l'accompagner tout du long possible. Dès qu'on constate une anomalie, soit sur son contrat, soit sur une anomalie de gestion, soit qu'on a besoin d'un retour de sa part, on fait en sorte de les contacter, d'être toujours là en amont pour pouvoir voir avec eux. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée une relation de confiance. Nous, on part vraiment en fait déficitaire, donc on a tout à créer, tout à prouver, et donc c'est à nous d'aller vers l'assuré et pas l'inverse. Donc c'est en ça qu'on arrive à créer de la confiance. Bravo, merci Émilien, on peut vous applaudir. Casquette.
Et vous pouvez, là vous êtes seul sur la photo, profitez-en. Vous pouvez prendre des pauses. Vous allez avoir un succès fou sur LinkedIn. Vous montrez le t-shirt, vous montrez la casquette. Et puis on va surtout vous saluer et vous remercier d'être venu parmi nous. Merci. Dernier palmarès de cette séquence, Jean-Luc, c'est le palmarès marketing, communication et relations clients. Voilà, donc on va découvrir le palmarès. Donc nous avons 9 personnes qui ont été désignées par le jury. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont présentes? Oui. Allez. On peut vous applaudir, bravo, félicitations. Oh, il y a encore des t-shirts, c'est incroyable. Ah, là, il y a 100% de femmes. Hein. Donc, il y en a quelques-uns qui sont absents. Bravo, félicitations. Je vois des lauréats de l'année passée. C'était pas éliminatoire d'être un talent en 2024 pour être talent 2025, parce qu'on reste toujours un talent, a priori. Donc, moi, j'ai une petite question à poser. Qui prend le micro? Qui se lance avec la question mystère? Myriam, peut-être? Ou Leslie? J'y vais. Les médias professionnels que vous regardez tous les jours parlent beaucoup de technologie. On va en parler d'ailleurs un peu plus tard. Hein. Ils parlent un peu moins, je trouve, vous allez me dire si vous le pensez, de l'humain, qui est pour nous capital. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait trop de focus sur la technologie aujourd'hui? Alors oui, notamment avec l'arrivée de l'IA dans tous les métiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a même des craintes, je pense. Mais moi, je reste persuadée que l'assurance, ça reste avant tout un métier humain. Un métier d'analyse de risque. Alors il y a des choses qui pourront être automatisées, mais je pense qu'on ne remplacera jamais l'œil humain dans l'analyse des risques, dans la gestion. Pour moi, l'outil doit accompagner l'humain, doit l'aider, doit peut-être gagner en productivité, mais en aucun cas ne remplacera, heureusement, bien heureusement, nos cerveaux au service de l'assurance. Quelqu'un veut se risquer à avoir une réponse peut-être un peu différente, contradictoire ou pas? Non? Bon, elles sont prudentes, hein. Elles sont toutes prudentes, elles sont toutes d'accord avec Myriam Saada. Merci, félicitations, on peut vous applaudir. Bravo. Vous faites passer les... Et souriez, vous êtes filmés. Faites attention, ça va circuler sur LinkedIn, hein, donc mettez bien la casquette. Hein. Et ailleurs, voilà. Vous êtes un talent. Bravo, félicitations, on vous applaudit. Bravo.